Salut à toutes et à tous et bienvenue à ce troisième topo Zoom d'introduction au marxisme par la fraction L'Étincelle du NPA. Donc c'est un troisième numéro dans la suite des deux premiers qui a été un peu décalé parce qu'on a été légèrement bousculé par les événements pour des bonnes raisons avec des manifestations contre les violences policières et le racisme notamment, qui ont fait qu'on a un peu décalé ce topo. Et d'ailleurs, c'est entre deux manifestations, celle des salariés de la santé mardi et celle des travailleurs sans papier samedi, qu'on va parler de la lutte de classe aujourd'hui, du prolétariat aujourd'hui et de son potentiel pour renverser cette société capitaliste. On avait discuté la première fois de la philosophie de Marx et de son apport pour comprendre la division de la société en classes sociales aux intérêts opposés. On a ensuite analysé dans le deuxième topo certains mécanismes de l'exploitation capitaliste et on a montré que les inégalités, elles étaient inhérentes à ce mode de production capitaliste et que les profits des patrons, ils provenaient uniquement du travail des salariés. Et aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est précisément de cette vaste classe des salariés que Marx appelle le prolétariat et de son rôle politique. On va discuter de la classe ouvrière, de son histoire, de ses contours, de ses transformations récentes et de ses perspectives politiques. Donc, on aura cette fois aussi une présentation à trois voix qui va durer une petite heure et puis ensuite un débat. Le topo et le débat sont visibles sur Facebook et sur Zoom. Ils seront consultables après, bien sûr. Et on va commencer tout de suite avec Gabriel. Comme on l'a constaté pendant le confinement, ce sont les premiers de corvée, ces petites mains, éboueurs, femmes de ménage, caissiers, aides-soignants, qui font tourner la machine économique. C'est la classe ouvrière qui a été en première ligne durant la pandémie. Le terme est pourtant peu utilisé, et le monde du travail d'aujourd'hui semble plutôt être composé d'indépendants, de précaires, de travailleurs informels et de collaborateurs. C'est le visage que prend aujourd'hui l'exploitation capitaliste, et qui peut conduire à des erreurs de jugement qui conditionnent une conception déformée de la situation des travailleurs. Soit une immense classe moyenne de salariés de service, soit une masse de pauvres ubérisés de plus en plus pauvres. Et en effet, les travailleurs ont de plus en plus de difficultés à accéder à un statut salarié et aux avantages qui vont avec, au moins en Occident. Le nombre de travailleurs pauvres s'accroît. En 2019, on comptait 2 millions de travailleurs vivant sous le seuil de pauvreté en France, dans l'un des pays les plus riches du monde. Des travailleurs donc dont le statut est fluctuant. L'opposition entre la bourgeoisie, propriétaire des moyens de production, et le prolétariat qui n'a rien d'autre que sa force de travail à vendre à un patron, avec ou sans contrat officiel de travail, reste fondamentale et structurante. C'est la forme que prennent les couches sociales intermédiaires, qu'on regroupe sous le nom de petite bourgeoisie, qui a le plus changé. Elle passe massivement dans les pays riches, du statut de petit propriétaire à celui de salarié sous contrat de travail ou fonctionnaire. Tout cela nous pose des questions, à nous, marxistes, sur la classe ouvrière. Non pas tellement sur son existence objective, qui est indiscutable, mais sur les nouvelles conditions dans lesquelles elle est amenée à lutter et qui charrient avec elle nombre de problèmes. La mondialisation capitaliste a été une phase de développement considérable du capitalisme à l'échelle mondiale. Pendant cette période, les grandes entreprises des pays industrialisés, les États-Unis, l'Allemagne ou le Japon, se sont très largement implantées dans certains pays peu développés, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est ou en Europe de l'Est. Les guerres, les régimes autoritaires, les politiques d'austérité qui ont frappé ces pays les décennies passées, des facteurs auxquels les impérialistes étaient d'ailleurs rarement étrangers, tous ces facteurs garantissaient l'existence d'une main-d'œuvre pauvre, peu organisée et peu formée, une main-d'œuvre qu'il était donc d'autant plus facile d'employer pour des salaires toujours plus bas, pour des profits d'autant plus importants. Lors du précédent topo, on a parlé des expropriations de paysans de masse qui ont permis l'accumulation primitive du capital et la création d'une main-d'œuvre dépossédée de tout. Ce genre de politique a également été appliqué massivement pendant toute cette période. Si on regarde les IDE, qui représentent Si on regarde les IDE, qui représentent les investissements de capitaux en direction d'autres pays, on a des chiffres extrêmement parlants à ce sujet. Entre 77 et 81, les IDE américains ont triplé. Entre 85 et 90, les IDE allemands ont été multipliés par 4 et à nouveau par 2 entre 90 et 95. Ce processus de développement mondial du capitalisme a pour corollaire direct le développement mondial de la classe ouvrière. Dans tous les pays qui ont vu leur industrie se développer, ce sont des centaines de millions de personnes qui ont été arrachées à leur économie paysanne traditionnelle et ont été jetées dans les engrenages de la machine capitaliste, devenues des ouvriers salariés. Selon certaines estimations, la classe ouvrière mondiale a quadruplé entre 1980 et 2005. Elle est passée de 100 millions à 900 millions pour la seule Asie de l'Est. La classe ouvrière est donc toujours plus nombreuse à l'échelle du monde. Alors, si le développement de la classe ouvrière est tout particulièrement visible dans les pays du Sud, qui s'industrialisent à vitesse grand V, certains discours mettent en avant la dissolution du prolétariat dans les pays du centre capitaliste. Il n'existerait plus qu'un précariat aux contours flous, mais plus de véritable classe ouvrière. Alors, la classe ouvrière est-elle en voie d'extinction dans les vieux pays industriels? Il n'y a pas du tout. En réalité, chez nous aussi, la classe ouvrière tend à s'accroître.
il est par contre indiscutable qu'elle a changé de forme ces dernières décennies. Les secteurs traditionnels, ceux qui produisent des biens manufacturés, sont en déclin depuis un certain temps. En revanche, les secteurs des services et de la logistique se sont considérablement développés ces dernières années. Ceux des services qui se sont développés le plus sont ceux liés à la reproduction de la force de travail, la santé, l'éducation, la restauration, les crèches et les EHPAD, et ceux du nettoyage. Aux États-Unis, ces secteurs ont connu une hausse de 14,2 millions d'emplois entre 1990 et 2010. Les chutes de salaire, liées aux différentes offensives patronales depuis les années 70, ont conduit de plus en plus de femmes à entrer sur le marché du travail, le seul salaire du mari ne permettant plus d'assurer une vie décente à un ménage. En conséquence, toutes les tâches dont s'occupaient traditionnellement les femmes au sein du foyer, les repas, l'éducation des enfants, l'aide aux personnes âgées, toutes ces tâches pouvaient de moins en moins être réglées dans la sphère domestique. Le capitalisme, toujours en quête de nouveaux terrains sur lesquels investir et faire de la plus-value, s'est largement emparé de ces secteurs pour en faire des activités marchandes. Les femmes sont surreprésentées dans ces métiers, bien souvent peu payés et en majorité immigrés. Que ce qui relevait autrefois de la sphère privée, du travail individuel et invisible, devienne une tâche collective de la société, pourrait être un progrès. On imagine que la dissolution de l'économie domestique serait prometteuse du point de vue de la lutte contre l'oppression des femmes, mais ce n'est pas pour le progrès social que le capitalisme s'est emparé de ces activités, et elles sont aujourd'hui parmi les plus pénibles et les moins rémunérées. Le développement des secteurs du nettoyage et de la restauration, lui, correspond plus à un phénomène d'externalisation, de sous-traitance de ces tâches au sein des entreprises qui auparavant les réalisaient en interne. Là où, par exemple, des employés de Renault nettoyaient les usines, ce sont maintenant des sociétés privées qui s'en occupent. Il en est de même pour la restauration collective où de plus en plus fréquemment, ce sont des sous-traitants qui en ont la gestion. Ces secteurs sont encore aujourd'hui éclatés, mais sont en voie de concentration accélérée. Et puisqu'on parle de concentration de travailleurs, on peut aborder le secteur de la logistique. Chacune des grandes villes du monde possède une, souvent plusieurs zones industrielles à ses environs. Dans chacune de ces zones, des dizaines, voire des centaines de milliers de travailleurs sont employés dans des entrepôts pour Amazon, Lidl, Cdiscount, Walmart, AliExpress ou encore La Poste. Rien qu'aux États-Unis, on compte une soixantaine de clusters de ce type qui emploient entre 3,5 et 4 millions d'ouvriers. Ce sont bien souvent les travailleurs issus de l'immigration qui y sont employés pour des salaires dépassant vraiment le minimum et en général avec des contrats précaires, intérim ou CDD. Les méthodes managériales y sont calquées sur celles qui ont cours dans l'industrie classique. On cherche à supprimer chaque seconde de travail, chaque seconde non travaillée, à réduire les pauses, et la technologie permet de pousser ces logiques à un niveau jamais atteint auparavant. La tendance à l'éclatement qui a pu dominer dans les années 80, un résultat des hausses de productivité et de la crainte des luttes ouvrières, se fait rattraper par la tendance qu'a le capital à toujours se concentrer, à toujours rassembler plus d'ouvriers sur une même tâche, à défaut d'un même lieu, pour optimiser la productivité et les profits. Ceci est d'autant plus vrai pour la logistique que pour l'industrie des services, même si les rythmes, et ceci est autant vrai pour la logistique que pour l'industrie des services, même si les rythmes y sont différents. La situation pose tout de même un défi pour les révolutionnaires aujourd'hui. S'il y a bien un phénomène de concentration de prolétaires dans ce secteur émergent, les expériences d'implantation militante y sont encore balbutiantes. De plus, il ne faudrait pas non plus être aveugle sur les limites de cette concentration. L'éclatement du salariat est bien réel. Il se traduit par des myriades de sites et des travailleurs qui vont de l'un à l'autre. Par exemple, les prestataires qui travaillent pour une entreprise le temps d'un contrat puis changent de boîte et donc de site au contrat suivant. Ces travailleurs sont en fait employés directs des entreprises qui vendent à Renault ou d'autres une prestation. Ça peut être dans le domaine du ménage, de l'informatique ou de la restauration ou autre. Dans les années 50, 60 et 70, dans bien des pays, les travailleurs bossaient par milliers sur un site, employés de la même entreprise et souvent y restaient toute la vie. De là, des facilités d'organisation des travailleurs qui se côtoient et forment, même quand il n'y a pas de lutte, un genre de collectif. Mais qui peut aussi avoir sa face réactionnaire, le corporatisme d'entreprise. Il faut aussi garder à l'esprit que les grandes concentrations ouvrières ne garantissent pas l'émergence de la conscience révolutionnaire. En 68, par exemple, le PC et la CGT ont utilisé tout leur poids dans les grandes usines contre la démocratie ouvrière. Réciproquement, dans une France encore très artisane, au XIXe siècle, des ouvriers ont su s'organiser et coordonner des mouvements de grève. On peut citer l'immense grève des ouvriers du bronze en 1867, qui était répartie sur des centaines d'ateliers. Preuve que ce dont il s'agit, c'est bien plus de l'organisation du prolétariat et des outils de classe qu'il se donne pour résister au capital que des limites dues au type de production. Donc, les récentes évolutions du capitalisme ont modifié la morphologie de la classe ouvrière. Ne sont plus seulement ouvriers ceux qui sont au charbon, à l'usine, mais également une majorité de travailleurs dans les services qui sont soumis aux mêmes pressions, aux mêmes méthodes managériales et qui sont tout autant exploités par leurs patrons que leurs camarades dans l'industrie. Pour l'économiste Pierre Vels, auteur de La Société hyper-industrielle, un ancien polytechnicien et économiste bourgeois, la distinction entre industrie et service est carrément dépassée. Bon, une légère différence entre lui et nous, c'est que pour nous, il s'agit de comprendre la diversité du prolétariat. Pour lui, il faut que le patronat français ne laisse pas passer l'occasion de faire fructifier l'économie des services. Au demeurant, la mutation est bien réelle, et si elle est particulièrement visible dans les pays anciennement industrialisés, dans lesquels l'industrie traditionnelle prend une place de moins en moins importante, la même dynamique est à l'œuvre dans les pays qui ont vu leur industrie se développer massivement ces dernières années.
Du point de vue du capital, les services sont tout autant capables que l'industrie de produire des marchandises et donc de la plus-value. Ils sont tout autant soumis aux politiques managériales et à l'introduction de nouvelles machines, le tout visant à extorquer un maximum de travail au cours de la journée. Et enfin, les salariés vivent dans les mêmes conditions de pauvreté et de précarité dans les services que dans l'industrie. Alors, le fait de parler des politiques de management et de l'introduction des machines plus productives, c'est l'occasion d'aborder la question des relocalisations. Parce que pour certains courants protectionnistes, la compression du secteur industriel en France et ailleurs, et les taux de chômage élevés dans nos pays, sont à mettre sur le compte des délocalisations qui ont eu lieu ces dernières décennies. Il s'agirait donc de relocaliser toute une partie de la production dans les pays impérialistes. Alors, au-delà du caractère irréaliste de ce genre de discours, à l'ère impérialiste qui entend s'opposer par décret à la dynamique du capitalisme mondial, l'analyse qui le porte est également erronée. En fait, ce ne sont pas tant les délocalisations que l'augmentation de la productivité qui explique les licenciements. La crise des années 70 a été l'occasion pour les capitalistes du Nord de restructurer leur capital, c'est-à-dire d'investir dans de nouvelles machines plus productives, d'une part, d'autre part, de faire la guerre au temps non productif dans la journée de travail, et donc de faire des économies de main-d'œuvre. Un petit exemple, en 2015, la renégociation des contrats entre Ford et le syndicat des ouvriers de l'automobile aux États-Unis diminue le temps de pause de 1 minute par heure travaillée. Alors, si on fait le calcul sur une boîte qui emploie 53 000 travailleurs, ça fait une économie de 875 nouveaux travailleurs. Alors ça recouvre qu'une partie seulement de la réponse. Ce qui a effectivement permis la mise en place de toutes ces méthodes, c'est avant tout la mise au pas du mouvement ouvrier. Aux États-Unis, c'est l'écrasement de la grève des contrôleurs aériens en 81. En Grande-Bretagne, c'est Margaret Thatcher et l'écrasement de la grève des mineurs en 84-85. Donc bien plus qu'une disparition objective de la classe ouvrière, on assiste plutôt à un recul de la conscience de classe au sein de la classe ouvrière, à une érosion de ses capacités d'organisation et donc de riposte. C'est ce rapport politique défavorable qui est la cause de la situation actuelle. Si la classe ouvrière s'accroissent aussi les inégalités, l'écart se creuse entre les plus riches et les moins riches. Les 90% les moins fortunés ont vu leur revenu réel baisser de 9% entre 1973 et 2002, tandis que les revenus des 1% les plus riches se sont accrus de plus de 100%, pendant que ceux des 0,1% tout en haut de la pyramide ont bondi de 227%. On peut citer le rapport d'Oxfam qui montre que les 26 personnes les plus riches du monde possèdent plus que les 3 milliards les plus pauvres en 2019. Sauf qu'il ne s'agit pas d'écart de salaire ici, qu'il faudrait réduire pour régler le problème, comme le préconisent les économistes comme Piketty. Il ne s'agit pas fondamentalement d'un problème de répartition des revenus. De façon sous-jacente, les études sur les inégalités de revenus manifestent que l'exploitation du travail salarié est de plus en plus rentable pour les capitalistes. Donc que la part qui revient au travail en comparaison de celle qui revient au capital est rognée et de plus en plus. Comme le remarque David McNally, un économiste marxiste, alors qu'en 1991, le 1% le plus riche aux États-Unis possédait 38,7% de la richesse des entreprises, en 2003, sa part s'établit à 57,5%. On observe des tendances semblables sur le plan global. Dans un monde où 2 milliards d'êtres humains tentent de survivre avec 2 $ par jour ou moins, les plus riches ont vu leurs actifs bondir de 64% depuis l'an 2000 pour atteindre 84,5 000 milliards de dollars. La plus grande partie de cette richesse se retrouve dans les portefeuilles d'actifs des ménages millionnaires. Donc il ne s'agit pas seulement de pointer le salaire des très riches, le problème, c'est celui de la propriété. Plus que les inégalités de revenus, on observe une concentration des moyens d'investir, des moyens d'exploiter et du capital entre des mains toujours moins nombreuses. Donc, le capitalisme construit d'immenses usines à ciel ouvert avec tout cet enchevêtrement d'industries et de services, activités productives dans lesquelles les travailleurs sont toujours soumis aux mêmes méthodes de management. Méthodes qui s'exportent également dans les secteurs du public régulièrement restructurés, soumis à des impératifs de plus en plus stricts et à des horaires de plus en plus contraignants, comme chez les profs, dans la santé ou à la poste. Les États bourgeois font des économies d'échelle, par exemple en rognant sur les budgets des services publics non rentables. Ils le font en important les méthodes de l'industrie dans ces secteurs. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que les capitalistes tentent de tout marchandiser. Comme on l'a vu pour les tâches de service, le ménage, l'aide à la personne, tout cela devient une activité rentable. Donc le capitaliste crée bien de nouvelles activités et exploite ceux qui les réalisent. De fait, il multiplie en nombre les prolétaires. Alors la soi-disant disparition de la classe ouvrière, c'est une disparition du point de vue politique, mais absolument pas du point de vue objectif. La classe ouvrière a, depuis l'avènement du capitalisme, une existence objective, mais elle s'est longtemps cherchée avant de s'affirmer comme classe politique. Son affirmation comme telle dépend bien sûr de facteurs aussi objectifs que la manière dont les capitalistes choisissent d'organiser la production à une époque donnée, mais aussi des capacités d'organisation propres au prolétariat. C'est là qu'on retombe sur le facteur politique ou le facteur subjectif. Le prolétariat est voué d'un point de vue historique à renverser le capitalisme de par sa place dans les rapports de production. Ça ne veut pas dire qu'il en a toujours conscience. La manière dont ce problème de la conscience de classe et de la conscience révolutionnaire s'est posé pour les communistes dans l'histoire, comment il se pose aujourd'hui, c'est aussi l'un des principaux objets de cette présentation.
et je vais laisser la parole à David pour la suite. Donc, justement, cette prise de conscience politique et comment elle s'est faite historiquement dans le prolétariat naissant, en vrai, sa vraie formation en tant que classe, c'est pas un truc qui se fait de manière subite, mais qui s'est fait au gré des affrontements avec la bourgeoisie. Donc, on va essayer de voir plus ou moins rapidement, un peu d'un point de vue historique, comment ça s'est fait. Donc, Gab, il a dit déjà en introduction, l'antagonisme économique, lui, il est inhérent à la naissance, au fonctionnement même du capitalisme. C'est le processus qu'on a vu il y a 3 semaines dans le dernier topo, ce processus d'expropriation, de clôturage des terres communales utilisées par les paysans, les lois qui interdisent le vagabondage, tout ce processus d'accumulation primitive qui a séparé des milliers, des centaines de milliers de paysans des moyens de production et qui leur a laissé que leur force de travail pour vivre en la vendant. Donc, dès les années 1830, le prolétariat il apparaît déjà comme un facteur politique essentiel. En France, une des premières fois, c'est lors des 30 Glorieuses où le prolétariat des faubourgs parisiens se bat. C'est ce qu'on voit là, normalement, si oui, ça se voit sur la diapo. Il y a aussi les révoltes des canuts à Lyon en 1831, en 1834. En Angleterre, il y a des millions d'ouvriers qui se mobilisent dans le mouvement des pétitions chartistes dès 1838. Donc la classe ouvrière, elle déboule dès le début du 19e siècle sur le champ politique, mais elle reste dépendante des mots d'ordre de la bourgeoisie. Elle combat un peu comme son aile la plus radicale dans les luttes politiques, ou alors directement contre l'exploitation, mais alors dans les luttes qui restent strictement économiques. En gros, le bloc du entre guillemets, tiers-État du peuple qu'a représenté la bourgeoisie dans ses révolutions dans les différents pays, il reste politiquement intact. Donc, durant ces années, là, vous voyez une petite frise chronologique qui va très, très belle, qui j'espère va rendre un peu plus clair le déroulé historique. Mais donc, durant ces années, il y a quand même déjà une conscience qui se forme d'appartenir à un groupe commun, de partager une condition d'exploiter. Il y a des journaux ouvriers, des codes vestimentaires ouvriers qui apparaissent. Par contre, la conscience d'un ennemi commun, d'un projet politique historique commun de classe, il ne l'est pas encore. Donc en 1848, il y a une nouvelle vague de révolution qui éclate un peu partout en Europe, causée entre autres par une crise financière en Angleterre, qui est peut-être la première vraie crise capitaliste, qui exacerbe en France le conflit entre la bourgeoisie industrielle et l'aristocratie financière de la monarchie de Juillet, mais qui exacerbe aussi le chômage chez les ouvriers, en plus de mauvaises récoltes qui affament la paysannerie. Donc lorsque la monarchie elle interdit un banquet républicain, la colère elle éclate. Le 23 février, il y a des barricades qui se dressent dans les faubourgs parisiens et la bourgeoisie elle est obligée de proclamer la République et un gouvernement provisoire. Par contre, trop peu puissante sur l'ensemble de la France, trop peu expérimentée aussi, la classe ouvrière elle n'a pas arrivé à proposer un projet politique à la paysannerie et notamment à la petite bourgeoisie urbaine. Donc sa lutte elle est une fois de plus accaparée par justement la bourgeoisie. Cette république bourgeoise, la Seconde République, produit de la lutte des ouvriers parisiens, elle apparaît d'abord sur un aspect entre guillemets social. Par contre, ces institutions que la République elle cède aux travailleurs, elles existent surtout pour désamorcer le danger. Au lieu d'un ministère du Travail, qui était une des demandes des ouvriers, il y a la mise en place de la Commission du Luxembourg où les représentants du prolétariat ont le droit de réfléchir gentiment à d'éventuelles solutions futures potentielles. Et au chômage, à la misère, la République, soi-disant sociale, répond par les ateliers nationaux où d'anciens chômeurs sont employés à des travaux publics, mais qui sont surtout aussi censés embrigader les travailleurs et de plus monter l'opinion paysanne contre le prolétariat qui est payé avec leurs impôts à exécuter des travaux publics pas forcément très productifs. Mais dès qu'elle se consolide, la bourgeoisie, elle s'empresse à se débarrasser de l'empreinte de cette République sociale, revendiquée par les barricades de février. Et le 24 juin, les ateliers nationaux, qui sont surtout devenus un endroit d'agitation politique, ils sont supprimés. En réponse, le prolétariat parisien se soulève, mais cette fois, pour la première fois, il érige ses barricades non pas aux côtés de la bourgeoisie, pour la République, mais contre elle. Et pendant 5 jours, les insurgés de juin ils vont tenir le pavé avant d'être violemment réprimés. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est, là, on le voit, une belle image, que le prolétariat, en lutte, il pousse pour la première fois toutes les forces bourgeoises à se coaliser contre lui, à se dévoiler comme son ennemi commun. Pour la première fois, le prolétariat se montre comme aspirant au pouvoir. La République, le peuple révolutionnaire, il éclate dans ses contradictions internes de classe
avec ce premier affrontement entre les deux classes antagonistes du système capitaliste. Cette évolution de la Révolution en France, c'est aussi un enseignement pour les bourgeoisies des pays voisins, surtout là où la classe ouvrière elle a déjà connu un réel développement, comme par exemple en Autriche ou en Allemagne. La bourgeoisie, elle freine de peur d'être dépassée. Plutôt que d'aller au bout de son propre projet, elle se précipite pour passer des compromis avec les anciennes classes dirigeantes, avec les monarchies, les aristocraties terriennes, militaires. Ce premier assaut au pouvoir, même s'il échoue, manque d'expérience et de soutien des classes intermédiaires, il mène aussi certains socialistes, Marx, Engels, mais aussi Lassalle par exemple, au constat que la bourgeoisie elle a cessé d'être révolutionnaire. Même les tâches bourgeoises de la Révolution, par exemple l'abolition du système féodal, la République, etc., elles ne peuvent être réellement conquises qu'à travers la lutte indépendante du prolétariat. C'est c'est une petite parenthèse, ce que Marx décrit comme la permanence de la Révolution et que Trotsky développera 70 ans plus tard dans la Révolution permanente en l'appliquant au développement de la révolution prolétarienne dans les pays sous-développés. Donc, une fois que la classe ouvrière elle s'est dressée devant elle, la bourgeoisie elle abandonne progressivement toutes ses aspirations à exercer directement, ouvertement son pouvoir dans la République. Et en s'appuyant sur la paysannerie, Louis-Napoléon Bonaparte se porte au pouvoir, sans d'ailleurs cacher dès le début ses velléités de coup d'État. Mais malgré un combat d'apparence contre lui, la bourgeoisie, en fait, ce qu'elle fait, c'est saper de plus en plus sa propre République. Par exemple, aux succès électoraux de la petite bourgeoisie démocratique, devenue complètement inutile pour le reste de la bourgeoisie, aux succès électoraux des socialistes. Elle répond par la radiation d'un tiers des électeurs. À l'agitation populaire, elle répond avec la restriction de la liberté d'association et de la presse. Et finalement, quand Bonaparte exécute son coup d'État en décembre 1851, la bourgeoisie elle abandonne le pouvoir sans combat. En fait. Bonaparte établit le Second Empire justement sur cet arbitrage sur les classes. Il promet aux bourgeois de les protéger des ouvriers et ceux-ci de les protéger des bourgeois. Donc le prolétariat muselé par la répression, bercé par la croissance économique du premier vrai boom du capitalisme, qui se manifeste plus vraiment sur la scène politique jusqu'à une remontée des grèves à la fin des années 1860. Et de l'autre côté, les capitalistes, eux, ils gardent les rênes économiques du pays, ils profitent de ce boom économique et du coup acceptent le sacrifice d'une bonne partie du pouvoir politique de Bonaparte et sa clique militaire. Donc le Second Empire, il est aussi marqué par un chauvinisme exacerbé et dont les contradictions ils vont éclater lorsque la défaite contre la Prusse semble inévitable en 1870. En gros, quand le prolétariat de Paris il voit que la bourgeoisie tombe si nationaliste, si patriotarde, elle est prête à laisser massacrer les ouvriers par la Prusse plutôt que les voir rester en armes, il se révolte et il prend en main lui-même la défense de la vie. Quand l'armistice est signé, la bourgeoisie elle tente de désarmer les travailleurs et c'est ce qui déclenche l'insurrection. Là, on voit recréation des barricades. C'est la naissance de la Commune de Paris de 1871. Le prolétariat il entre sur la scène et cette fois il lutte dès le départ contre la bourgeoisie. Et reconnaissent un peu, pendant 62 jours, pour la première fois, c'est la classe ouvrière qui a le pouvoir et les travailleurs en lutte qui forment une ébauche de ce qui serait une société gérée par eux-mêmes. Donc, les élus révocables à tout moment, payés au salaire ouvrier moyen, le maintien et l'extension de l'armement du prolétariat, l'annulation des dettes des petits propriétaires, la réquisition des ateliers abandonnés par leurs patrons, le moratoire des loyers. C'est des mesures qui, parmi plein d'autres, montrent quand même tous les pas accomplis par la classe ouvrière depuis 1848. Bon, certaines limites ils vont précipiter la perte de la commune, notamment la sous-estimation du danger des armées bourgeoises et les hésitations face à la réquisition des fonds de la Banque de France, qui facilitent la tâche des armées versaillaises, qui ont le temps de s'organiser et écrasent dans le sang la commune. Pour la bourgeoisie, l'écrasement du prolétariat français dans la semaine sanglante, c'est ce qui libère la voie en vrai pour l'avènement de la République bourgeoise. La Troisième République, elle est rendue possible par l'écrasement temporaire du mouvement ouvrier. La bourgeoisie, elle n'a plus besoin de se cacher derrière une quelconque façade bonapartiste, monarchiste. Elle peut maintenant assumer pleinement sa domination. Par contre, quand on en parlait avant, sociologiquement, ce prolétariat parisien qui a pris le pouvoir à l'échelle de la ville pendant 3 mois, il est encore très très loin du prolétariat industriel moderne du XXe siècle. À Paris, il n'y a aucune usine. La plupart des travailleurs, c'est des artisans salariés qui travaillent dans des petits ateliers, qui travaillent même au domicile et sont souvent encore propriétaires au moins d'une partie de leurs outils. Pourtant, les mesures qui sont prises, c'est des mesures proprement prolétariennes. Et malgré sa défaite sanglante, qui va quand même terrasser le mouvement ouvrier français pour des décennies, c'est ces ébauches-là d'un État ouvrier
ces expériences de lutte qui vont façonner les expériences suivantes du mouvement ouvrier. C'est, entre autres, peut-être le plus important, la leçon de la Commune qui permet à Marx de formuler l'impossibilité de, comme il le dit, reprendre la machine de l'État telle qu'elle, détruire l'État bourgeois pour construire un État ouvrier, la dictature du prolétariat. Donc, c'est la leçon de la Commune qui est toujours notre perspective aujourd'hui. Cette leçon, elle est tirée avant, en vrai, que la classe ouvrière, objectivement, la classe ouvrière industrielle française, prenne son essor, qu'apparaissent les grands bastions industriels et avec eux, les grèves de masse. Donc, la formation politique du prolétariat dans le 19e siècle, ce n'est pas que l'évolution de l'antagonisme économique inhérent au capitalisme vers le champ politique, ce n'est pas que l'apprentissage de la nécessité de l'indépendance de classe dans cette lutte. Contrairement à 1848, la Commune, ce qu'elle fait, c'est de proposer un projet au-delà des simples rangs du prolétariat, en ralliant, par exemple, les petits propriétaires derrière eux, notamment à travers justement la question des loyers et des dettes. C'est donc aussi de l'apprentissage de la nécessité de proposer un projet politique à l'entièreté de la société. Donc, quand à la fin de la Première Guerre mondiale éclate une nouvelle vague révolutionnaire, c'est ces expériences, couplées avec la croissance fulgurante du prolétariat au niveau mondial, qui vont pour la première fois permettre à la classe ouvrière de prendre le pouvoir en Russie. C'est en tirant les leçons de la Commune que les bolcheviks concluent la nécessité de renverser le gouvernement provisoire et de prendre le pouvoir politique. C'est en appliquant l'éligibilité et la révocabilité de tous les élus aux soviets qui sont apparus dans la révolution russe de 1905 que se constitue la base de l'État ouvrier. Et c'est justement en proposant un programme politique, une réforme agraire radicale à la paysannerie, qui constitue l'écrasante majorité de la population russe, que la classe ouvrière elle parvient à se donner la force de renverser la bourgeoisie. Mais si elle en a été capable, c'est à cause de ces expériences-là, à cause de cet apprentissage, c'est aussi à cause de son évolution objective. La classe ouvrière, elle est largement minoritaire en Russie, mais c'est déjà un prolétariat industriel moderne, extrêmement concentré et surtout aussi forgé par l'expérience révolutionnaire de 1905. Donc, pour finir, avant de passer la parole, c'est cette existence politique de la classe ouvrière, sa conscience de classe, c'est autant le fruit d'évolution objective de la physionomie de la classe ouvrière que des expériences et des leçons de ces luttes politiques. Donc, la situation actuelle qu'on connaît aujourd'hui, c'est là aussi le produit d'expérience et, il faut le dire, surtout d'échecs politiques, tout comme dans l'autre sens, le regain d'une conscience collective de classe, ça pourrait être que le résultat de luttes, d'expériences et de victoires politiques. Donc, pour voir un peu comment ça se façonne aujourd'hui, je vais passer la parole à Katia. Ok. Bon, je vais continuer un peu sur, là-dessus, mais en passant sur la période actuelle. Et c'est vrai que quelque chose de notable, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'ouvrier, certains pensent quand même à une espèce en voie de disparition. C'est-à-dire que l'ouvrier qui voulait dire un certain statut social, alors certes, il était exploité, mais il pouvait avoir accès à la propriété immobilière, par exemple, semble définitivement relégué aux 30 Glorieuses. Et il est vrai que pendant cette période de l'histoire, la classe ouvrière, elle s'est développée autour de grandes concentrations ouvrières. Après la Seconde Guerre mondiale, et plus encore dans les années 30, on a vu effectivement émerger des sites de production immenses. En plus d'être des ouvriers d'usine en bleu de travail, blancs, moustachus, ils étaient souvent organisés syndicalement par la CGT en France et aussi politiquement par les PC notamment. Et beaucoup de ces travailleurs passaient une grande partie de leur carrière dans la même entreprise, comme l'a dit Gabriel, défendue par la même section syndicale, etc. Bon, tout ça, ça fonde une image d'Épinal d'un travailleur conscient, fier de son identité ouvrière et qui sait se défendre face au patronat. Même si cette image-là, ça reste une image et qu'il s'agit d'un genre d'idéalisation, puisque tous les ouvriers n'étaient sans doute pas conscients, et bien des illusions d'ailleurs, y compris nationalistes, étaient distillées par des organisations devenues réformistes comme le PCF. Tous n'étaient pas non plus hommes ni blancs. On n'a qu'à penser aux ouvriers algériens de chez Renault ou aux collègues d'Arlette Laguiller au Crédit Lyonnais à cette époque. En tout cas, les ouvriers, c'est vrai que dans ces 30 Glorieuses, ils représentaient une force politique à l'échelle de la société. Et ça s'explique. Après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, le développement industriel demande une main-d'œuvre nombreuse et on se trouve dans une situation économique qui donne au prolétariat les moyens de se faire respecter dans les entreprises, le chômage étant très bas. D'autre part, ce sont les partis staliniens censés représenter ce prolétariat qui, par des politiques de collaboration de classe, ont participé à la restauration du pouvoir sans partage de la bourgeoisie française en 1945,
en échange d'un certain poids politique, d'une confortable place d'interlocuteur ou de représentant officiel de la classe ouvrière au sein de la société bourgeoise. Donc une classe ouvrière très visible par certains côtés, mais aussi privée de sa voix. Et hors des luttes qui, comme celle des années 68, 1968, ont participé à ouvrir des perspectives de changement profond et par là à montrer la classe ouvrière sous un autre jour, ce sont les représentants responsables du prolétariat qui parlent à la place de ce dernier. Il faut revenir un peu sur ce mouvement ouvrier stalinisé parce que ça a quelque importance dans la discussion qu'on essaye de mener. Alors au 19e et au 20e siècle, les défaites que la classe ouvrière a subies, comme en 1848 ou 71, elles ont été, dont a parlé David juste avant, elles ont été surmontées et intégrées dans la conscience collective du prolétariat par le truchement de ces partis, le parti bolchevique en tête. Et fort de son avant-garde politique, le prolétariat s'est renforcé politiquement et a élaboré sa stratégie. Cependant, la révolution russe, bien qu'elle ait constitué une opportunité sans précédent pour la classe ouvrière mondiale, elle a été isolée, elle n'a pas été suivie d'autres révolutions victorieuses et elle a fait émerger au sein même du parti bolchevique une clique conservatrice, la bureaucratie soviétique, qui est elle-même devenue un frein à l'établissement du pouvoir de la classe ouvrière ailleurs, dans d'autres pays. Les grands partis ouvriers n'avaient plus pour objectif alors le renversement du capitalisme, mais le renforcement de leurs propres appareils. Au lieu de tenter d'emmener les luttes le plus loin possible, ces partis se mirent à les empêcher. Au lieu d'analyser et de comprendre les défaites, ils les travestirent en victoire. Ces partis ouvriers étaient en fait devenus des agents de la bourgeoisie au sein même de la classe ouvrière, tout en continuant à se revendiquer et à vanter les acquis, entre guillemets, obtenus. Alors ces acquis, on en a discuté toutes les limites dernièrement, notamment à l'occasion de la bagarre sur la réforme des retraites. Mais le PCF, il a obtenu ses contreparties au moyen d'une compromission avec la bourgeoisie. En fait. La sécurité sociale, contenue dans le programme du Conseil national de la résistance, dont tout le monde parle, là, même Macron, en 1944, donne une contrepartie bien maigre aux travailleurs pour les semaines de 50 heures, voire plus qu'ils effectuent à l'époque. Une sécurité sociale, par ailleurs, financée par les travailleurs, un système de solidarité donc qui n'implique malgré tout pas d'aller chercher dans la poche des patrons. Des acquis à nuancer, donc. Mais que la bourgeoisie va quand même chercher à détruire quand la crise va pointer le bout de son nez, donc dès le milieu des années 70. Elle cherchera alors à rogner toujours plus sur la part qui revient aux travailleurs sous forme de salaire direct ou différé. Et si ces offensives, elles ont été possibles, c'est du fait notamment du refus des grandes organisations du mouvement ouvrier d'organiser une résistance qui puisse vraiment mettre en échec la classe capitaliste. Résultat, ça paraît compliqué aujourd'hui, d'une part, de distinguer la classe ouvrière qui ne se vit plus comme telle et qui n'a, pour peut-être exagérer un peu, qui n'a plus le visage, qui n'a plus que le visage de la défaite quand on regarde son parcours dans le dernier quart du XXe siècle. Et d'autre part, ça paraît difficile d'organiser ce prolétariat et de reconstruire une conscience de classe érodée. Bon, malgré les modifications opérées dans la structure de la production et les défaites essuyées par le prolétariat, le rêve des capitalistes, à savoir une classe ouvrière tout à fait dominée, rendue apathique et impuissante, ne se réalise pas. On observe des résistances, des luttes à un prolétariat qui, face au contre-coup, notamment de la dernière crise financière de 2008, se mobilise. Pour autant, cette situation qu'on a vécue et qu'on continue de vivre là, d'un certain côté, elle comporte bien des obstacles pour les révolutionnaires. Car du mouvement des places espagnoles aux révolutions arabes, c'était bien la classe ouvrière qui descendait dans la rue, mais une classe ouvrière très hétérogène, aussi mélangée à des éléments de la petite bourgeoisie. Tout ça formant un peuple dans lequel se reconnaissaient les manifestants, pourtant majoritairement issus du prolétariat. Là-dessus, un discours populiste de gauche a commencé à émerger en Europe. La souveraineté du peuple, défendue par l'extrême droite avec la préférence nationale, a trouvé à s'exporter à gauche, notamment dans des formations politiques comme Podemos en Espagne ou Syriza en Grèce, qui ont constitué le débouché politique institutionnel, donc la voie de garage en fait, pour des mouvements des classes populaires contre les 1% les plus riches. Alors ces formations politiques et les théories desquelles elles s'inspirent tentent de recycler en fait les vieilles recettes du réformisme sur un mode d'autant plus dégradé que les grandes organisations du mouvement ouvrier périclitent.
Alors, le populisme de gauche, il a été théorisé notamment par Chantal Mouffe et Ernesto Laclau. Dès leur premier ouvrage sur le thème hégémonie et stratégie socialiste en 1985, Mouffe et Laclau annonçaient la couleur. Plus de classe sociale, mais une reconnaissance des différentes identités qui composent la société. Les deux intellectuels en viennent à dire en fait qu'il est vain de chercher à connaître les structures sociales ou de se mettre en quête d'une quelconque objectivité. Il suppose que le champ politique est essentiellement celui du discours et l'enjeu devient alors de construire un discours hégémonique, comme ils disent, qui permette de refonder un projet démocratique, puisque c'est ça leur perspective. Il s'agit en fait d'un abandon de toute lecture de l'histoire qui viserait à prendre en compte l'évolution des structures économiques et sociales. N'existe que ce qui est énoncé, ce qui est présent dans le discours, le champ du discours qui est lui-même le champ politique. Ainsi, dans la mesure où le mouvement ouvrier et avec lui la représentation de la classe ouvrière à l'échelle de la société a disparu, la classe ouvrière n'est plus une catégorie réelle puisqu'elle n'est plus une catégorie dans le discours. Alors, un tel abandon du matérialisme historique revient en fait à faire de la démocratie parlementaire, qui doit pour les auteurs se construire à travers la lutte des identités, la fin et le but. Alors pour eux, il s'agit de revitaliser cette démocratie, et pour ça, on doit passer par un affrontement, dans le discours évidemment, et réunir les différentes revendications qui s'expriment dans la société civile sous un terme fédérateur, le peuple. Alors, le peuple, c'est en effet fédérateur à proportion que c'est vague. On a tous entendu Marine Le Pen, Mélenchon, voire Macron parler de peuple, quoi que ça veuille dire. Communauté culturelle, ethnique, nationale, masse populaire, peuple élu. En fait, on peut y mettre ce qu'on veut. Et c'est bien pour ça que la rhétorique populiste, elle est utilisée par des politiciens démagogues et essentiellement réformistes. Parce que l'ambiguïté attachée au peuple, auquel s'adressent les Mélenchon et consorts, conditionne également une ambiguïté du côté de celui auquel ce peuple est opposé, de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il peut être du coup l'élite, la finance, l'oligarchie, l'Union européenne, tout ça étant interchangeable. Et donc ce flou, il témoigne d'un refus en fait d'organiser les exploités contre un ennemi qui objectivement, on pense nous qu'il faut chercher l'objectivité, qui objectivement les exploite. Ainsi, ces politiciens populistes, ils vont proposer ce qui est seulement possible en termes de politique du peuple, c'est-à-dire fédérer le peuple à l'échelle nationale sur un territoire circonscrit par des frontières. Et c'est en somme l'unité nationale derrière un État national, donc bourgeois. Tout ça donnerait finalement une république dont on a déjà constaté en 1848 qu'elle était un drapeau recouvrant les intérêts antagonistes qui pourtant s'y trouvaient artificiellement réunis. Une leçon donc, tirée par les marxistes il y a bien longtemps déjà, mais qui apparemment est oblitérée par ceux qui se proposent de renouveler les représentations politiques. Ainsi, loin de coller aux nouvelles réalités sociales, les populistes y recyclent les illusions du 19e siècle. Alors au contraire, les révolutionnaires refusent de flouter comme ça, de cette façon-là, les barrières de classe. Les 99% contre les 1%, bien sûr, ça constitue une formule qui peut servir à titre de propagande, qui peut permettre de dire qu'une minorité dans cette société décide du sort de la majorité. Mais les 99% contre les 1%, ça n'a rien d'un programme politique qui aiderait les travailleurs à accomplir leur révolution. Le manque de délimitation de la formule, en fait, il empêche l'indépendance de la classe ouvrière. Et c'est pourtant, cette indépendance de la classe ouvrière, c'est pourtant encore la leçon de 1848, puisque l'indépendance de classe du prolétariat, c'est un moment essentiel de la conscience de classe révolutionnaire qui permet donc d'accomplir cette révolution prolétarienne à laquelle on aspire. Car la classe ouvrière, évidemment, elle ne fait pas sa révolution toute seule, elle va devoir se chercher des alliés et plus précisément, elle doit réussir à se subordonner les couches sociales intermédiaires plus ou moins écrasées par le capitalisme, mais qui ne subissent pas directement l'exploitation salariée. Et pour ce faire, elle doit justement avoir une conscience claire de son rôle et de sa responsabilité de meneur dans cette entreprise révolutionnaire. Et c'est à partir de là que la classe ouvrière, comme on l'a vu à partir de l'expérience de 1917 en Russie, elle peut proposer un programme aux couches sociales intermédiaires.
Ces couches qui subissent d'autant plus l'oppression lorsqu'il n'y a pas dans la société de forces organisées capables de tenir tête à la classe bourgeoise. Une force organisée comme en fait une organisation puissante du prolétariat, un vrai parti prolétarien. Quand il n'existe pas, les capitalistes ont les moyens de mener les offensives nécessaires, et des offensives dans le but de dédier une part toujours plus importante de la richesse produite au grand capital. Aussi au détriment des classes moyennes. Alors la question de ces classes moyennes, c'est vrai qu'elle paraît un peu complexe dans la mesure où ces classes moyennes, ça constitue un genre de magma. Alors un magma qui prend une forme plutôt classique, entre guillemets, dans certains pays et moins dans d'autres. Dans bien des régions d'Afrique ou d'Amérique du Sud, les petits propriétaires terriens souffrent de la faim parfois plus que le prolétariat de ces mêmes pays. Et ce type de petite bourgeoisie, ce type de classe moyenne subsiste malgré l'expropriation périodique qu'opère l'industrie. En fait, le mécanisme de l'accumulation primitive dont on a parlé dans le dernier topo, dont David a reparlé là, qui consiste pour les capitalistes à s'accaparer le sol et à couper le travailleur de ses moyens de produire, a lieu tout le temps. C'est dans ce sens-là que Marx annonçait que le capitalisme se réduit de plus en plus à l'antagonisme entre la bourgeoisie et le prolétariat. Dans la mesure où le capitalisme supprime périodiquement des couches de petits propriétaires. Voilà. Mais ces couches, elles survivent à minima ou elles se recréent sous des formes nouvelles. Elles survivent par exemple sous la forme du petit propriétaire agricole dans nombre de pays sous-développés. Puisque les capitalistes vont bien sûr faire en sorte de posséder en propre les terres fertiles et laisser le travail des parcelles non fertiles aux petits agriculteurs les plus pauvres. Et ces couches, elles se recréent aussi, ces couches moyennes, sous la forme de petits entrepreneurs ou de fonctionnaires au gré des besoins en personnel administratif des capitalistes et des États. Et c'est plutôt cette dernière forme qu'on connaît dans les pays occidentaux. Si on prend le cas de la France, la petite bourgeoisie, elle n'est pas constituée majoritairement de petits propriétaires, mais aussi de professeurs de l'éducation nationale, d'armées de comptables et de statisticiens, d'avocats, de journalistes, etc. Alors bien sûr, les petits propriétaires, ils forment encore une fraction de la petite bourgeoisie, aussi bien les ex-ouvriers qui ouvrent un modeste commerce avec leurs indemnités de licenciement que les artisans qui ont quelques salariés. Ceux d'ailleurs, ces derniers qui sont communément appelés les indépendants. Et là aussi, il y a un genre de confusion puisque les indépendants sont parfois aussi des travailleurs ubérisés et d'autres risquent de le redevenir, travailleurs ubérisés, puisqu'il suffit d'une crise comme celle du coronavirus pour que nombre de vendeurs de journaux et autres kebabs mettent la clé sous la porte. Voilà. Mais donc, ce qu'on voit, en tout cas, c'est que le rapport à la propriété de la petite bourgeoisie, il est précaire, peut-être d'autant plus aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai que dans la France d'aujourd'hui, le rapport de la petite bourgeoisie à la propriété, c'est plus le même que dans la France des années 30, qui comptait encore bien des boutiquiers et une population paysanne importante. Et c'est vrai que si on admet que la physionomie du prolétariat a changé, il faut admettre aussi que celle de la petite bourgeoisie s'est transformée. Voilà. C'est là qu'on peut se poser la question de ce que le prolétariat pourrait proposer à ces couches de petits bourgeois. Un vrai parti prolétarien devrait sans doute mettre en avant plus ou autre chose que les mesures que préconisait Trotsky dans le programme de transition en 1938. Dans lequel d'ailleurs on trouve des mesures qui paraissent tout à fait adaptées à la situation qu'on connaît aujourd'hui en France et ailleurs, quand le coût de la vie pèse sur le prolétariat et sur toute une partie de la petite bourgeoisie. À ce titre, les comités de surveillance des prix que Trotsky imaginait alors composés de délégués d'usines, de syndicats de coopératives, d'organisations de fermiers, de petites gens des villes, de ménagères, etc., pourraient être mis en avant dans un mouvement social d'ampleur. Il s'agirait en somme pour un parti prolétarien de répondre au problème du niveau de vie dégradé en mettant en place des organes de contrôle sur les prix pratiqués sur le marché qui seraient le pendant du contrôle des travailleurs sur la production. En revanche, d'autres mesures du programme de transition, comme la collectivisation de l'agriculture, qui pouvait encore avoir un sens politique dans la France des années 30, paraît obsolète dans celle d'aujourd'hui, tant la production agricole a été modifiée par les grands groupes capitalistes. Et en fait, les petits agriculteurs,
ils représentent une portion moins importante de l'agriculture et ceux qui subsistent sont le plus souvent intégrés dans des coopératives agricoles, fournisseurs de grands groupes industriels et en tout cas dans un rapport qui a changé par rapport aux années. Bref, on arrive à un point important à ce stade puisqu'on parle de programme de transition. Donc un programme transitoire de la lutte des classes populaires vers l'expropriation des capitalistes et à terme leur disparition en tant que classe au profit de nouveaux rapports sociaux et de production instaurés par le prolétariat, d'abord organisé en classe dominante. La question des revendications transitoires, en fait, elle est toujours à poser de nouveau. C'est-à-dire qu'elle est à poser en fonction de la physionomie du prolétariat, de ce qu'il revendique, de la forme du mouvement social en cours, en définitive de l'état de la société et des rapports de classe lorsque la situation révolutionnaire éclate. Des mouvements qui pouvaient ou peuvent mener à des révolutions, c'est ce qu'on connaît dans le monde depuis quelque temps. Et c'est pour ça qu'on se repose la question peut-être. Comme en Algérie ou au Chili, ce sont des mouvements qui impliquent le peuple entier contre les élites. Mais au sein de ce peuple, il existe évidemment des divisions. Et le prolétariat doit savoir se reconnaître et tracer des frontières qui lui permettent de reconnaître ses alliés potentiels. Mais il doit aussi se garder des divisions que la bourgeoisie elle-même essaye d'instiguer sur la base d'une situation réelle, évidemment. On pense aux divisions qui sont réelles entre ce que Marx appelait déjà le lumpenprolétariat, tous les pauvres qui vivent sur les détritus de la société bourgeoise et qui ont parfois constitué une force qui sert la réaction politique. C'était le cas des mercenaires de Napoléon Bonaparte réunis dans la société du 10 décembre, dont Marx disait qu'elle était composée de vagabonds, de soldats renvoyés de l'armée, échappés des casernes, des bagnes, des escrocs, etc. Mais on pense aussi, en termes de division, à cette aristocratie ouvrière qui, au XXe siècle, dans les pays impérialistes, s'était faite à la faveur de l'intégration des partis socialistes dans la société bourgeoise, un genre de position confortable à l'ombre du capitalisme et qui pensait avoir, qui croyait avoir un quelconque intérêt à son maintien. Ces phénomènes, ils ont existé, ils existent encore, mais justement, ce qu'on disait, c'est qu'il faut voir l'instrumentalisation que font nombre de politiciens des différences de conditions au sein du prolétariat. Pour donner un exemple, dans le Brésil des années 2000, Lula et son parti des travailleurs au pouvoir, en même temps qu'il lançait un programme fin zéro pour les pauvres des bidonvilles à qui il allait donner quelques subsides, il projetait de repousser de 5 ans la retraite des fonctionnaires en leur intimant de penser aux millions de Brésiliens qui n'avaient même pas le droit à une retraite. Alors, on le constate, un parti prolétarien, pour proposer une perspective à ces mouvements, devrait éviter bien des pièges et affronter bien des problèmes. En Algérie, par exemple, le prolétariat, en plus de l'exploitation capitaliste, est confronté à la gangrène d'un régime qui règne sans partage depuis des dizaines et des dizaines d'années. On comprend alors que les manifestants dénoncent le système politique autoritaire. Mais doit-on répondre à ces aspirations démocratiques par ce que préconisait Trotsky pour la Chine de 1928, à savoir une assemblée nationale constituante? Avancer des mesures qui permettent de répondre au problème de l'absence de droits démocratiques, de liberté publique de la classe ouvrière, c'est une tâche des communistes, bien sûr. Mais ça ne se fait pas toujours de la même manière, ni avec le même mot d'ordre. Il y a eu maintes discussions entre les révolutionnaires récemment pour savoir si il fallait en Algérie mettre en avant le mot d'ordre de cette assemblée constituante ou pas. À nous, ça ne nous paraissait pas pertinent, considérant que tous les partis bourgeois de l'opposition algérienne se coalisaient pour une alternative démocratique qui prônait justement un processus constituant essayant de faire avaler aux masses populaires, avant même qu'elles aient formulé une quelconque revendication de cet ordre, que ce processus démocratique était la solution à tous leurs problèmes. Et ainsi, les faire lanterner jusqu'à éteindre l'incendie social. Nous n'avions pas forcément de solution à ce problème précis, mais ouvrir ces discussions permet de voir que la question du programme prolétarien est en même temps cruciale et en même temps toujours complexe. Complexe aussi parce que conjoncturelle. Les revendications du prolétariat, elles sont sans doute pas les mêmes aujourd'hui qu'il y a 100 ans, lorsque les ouvriers occidentaux, ils n'avaient pas à payer l'essence, les assurances, éteindre l'incendie
Aujourd'hui, la classe ouvrière, elle subit aussi des impôts, des crédits, etc. On peut comprendre les revendications des Gilets jaunes sur les taxes, justement. Mais ça ne fait pas automatiquement ça n'est pas parce que justement aujourd'hui, tandis qu'avant c'était moins le cas, la classe ouvrière se pose le problème des taxes. Ça ne fait pas de l'opposition aux taxes une revendication prolétarienne. Même s'il est indispensable que figure dans un programme du prolétariat aujourd'hui la revendication de abattre tous les impôts indirects, comme la TVA par exemple, par lesquels la part qui revient au travail se trouve encore amputée par rapport à celle qui revient au capital. En fait, dans ce type de situation, il s'agit de trouver à élever la conscience du prolétariat à partir des problèmes qui se posent quand il commence à se battre, de façon à ce que se développe la lutte qui, en dernière instance, doit devenir une lutte pour le pouvoir. Dans le cas des Gilets jaunes, on a tenté d'adjoindre à la revendication contre les taxes une revendication pour les hausses de salaire. Les deux répondant au problème du niveau de vie de la classe ouvrière, mais la première sommait l'État de mettre la main à la poche, tandis que l'autre visait le portefeuille des patrons. Et évidemment, ça reste une question ouverte de savoir dans quelle mesure c'était juste de l'avancée et quelles propositions avancer justement pour répondre à ceux qui luttaient à ce moment-là. Le développement de la lutte, c'est par ailleurs pas seulement une question de revendication, de trouver la bonne revendication, mais aussi de la manière dont le prolétariat s'organise pour obtenir ce qu'il veut obtenir, se porte en première ligne pour obtenir gain de cause. C'est nécessaire pour que la lutte se développe et même qu'apparaissent dans cette lutte d'autres revendications qui rognent sur le pouvoir des capitalistes sur la société. Alors, même si beaucoup de choses ont changé, on l'a dit, il y a pourtant des constantes. De 1848 à aujourd'hui, la petite bourgeoisie, elle constitue la base sociale des régimes bourgeois. À titre d'exemple, Bonaparte, dont le régime présidentiel s'appuyait notamment sur les paysans. Alors, ce peut être Bonaparte, ce peut être Macron, qui s'appuie sur toute une frange de la petite bourgeoisie pour être élu. Mais ce peut être aussi le fascisme, qui est essentiellement le régime de la petite bourgeoisie désargentée, sous la menace constante de perdre son statut social du fait de la crise, et qui pense trouver une expression politique, et même qui pense accéder au pouvoir avec Hitler en Allemagne ou Mussolini en Italie. Sauf que tous les petits commerçants ruinés et les petits trafiquants à la manque qui ont porté Hitler au pouvoir ont bien vite déchanté. Le problème de la petite bourgeoisie, en effet, c'est qu'elle n'a pas, au contraire de la classe ouvrière, ce qu'on pourrait appeler un projet historique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la capacité de réorganiser la société depuis sa position dans la production. En fait, ces couches sociales qui font ni partie du prolétariat ni partie de la bourgeoisie, elles peuvent basculer soit d'un côté, soit de l'autre, c'est-à-dire soit du côté de la révolution prolétarienne, soit du côté de la réaction bourgeoise. Et en fait, l'objectif de la classe ouvrière là-dedans, de la classe ouvrière révolutionnaire, doit être de les gagner à sa cause. Pour ça, la classe ouvrière doit faire de la lutte qu'elle mène contre le capital une lutte qui montre une voie de sortie aux misères de la société capitaliste. S'impose alors pour elle la nécessité de lutter politiquement et pour ce faire, de se doter d'un programme. C'est déjà ce que Marx et Engels avaient popularisé avec le manifeste du Parti communiste et qui a eu son expression la plus aboutie dans le bolchevisme. Et les bolcheviks à la tête des soviets, en fait, c'est le prolétariat qui convainc les couches sociales opprimées de son orientation pour la révolution. Pour renverser le capitalisme, la force sociale qui est la classe ouvrière a donc besoin de se doter d'un parti qui porte ce programme. Ce parti, c'est la représentation politique du prolétariat. Alors, on ne sait pas tellement, nous, comment il pourrait prendre chair et corps dans le futur, ce parti. On peut imaginer une situation où la classe ouvrière, elle aurait plusieurs organisations qui pourraient chacune prétendre à la direction de la révolution prolétarienne. En fait, les configurations, elles sont multiples et voilà, on peut en imaginer plusieurs. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut s'atteler à la construction de ce parti dès maintenant, et même si nous sommes de petites organisations. C'est pour ça qu'on tient à intervenir dans les luttes de la classe ouvrière dès maintenant, en tentant à notre échelle de tracer une orientation qui puisse faire évoluer la conscience des travailleurs, développer le mouvement et par là même le parti révolutionnaire.